Scène 9, réveil. Dans les loges du théâtre, Marguerite, Rosalinde, le journaliste, caméraman, Péronne. Marguerite. C'est super, les filles. La journaliste va arriver. Il reste 2 scènes, ça va le faire. Lenka et Alban, vous avez fini les retouches costumes? Et puis, Jadélus, faudra lancer les machines pour la dernière scène. Le journaliste entre avec la caméraman. Suivez-moi, nous allons à présent nous faufiler dans les coulisses du théâtre. Voici la loge des comédiennes principales de la pièce. Elles sont en train de se démaquiller. Vous pourriez nous demander avant de filmer? Bah ouais, il faut que nous nous changions. Faites comme si nous n'étions pas là. Nous avons juste quelques questions à vous poser. La distribution de cette pièce que nous venons de voir est composée uniquement de femmes. Est-ce que c'est une pièce anti-homme? Toujours la même question. Non, mais c'est vrai qu'on ressent une forme de tranquillité sans vous. Comment il est entré, celui-là? Eh bien, voici notre metteuse en scène. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est de travailler avec une équipe artistique et technique composée uniquement de femmes? Écoutez, on continuera cette interview uniquement si vous faites venir une journaliste. À vous entendre, on dirait que nous sommes tous des monstres. Mel Tears. Les hommes doivent juste être remis en cause à un moment donné sur l'inconscient d'une domination millénaire. Nous ne sommes pas là pour vous faire disparaître, mais pour que vous décidiez de changer. Les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, nos amoureux. Mais pourquoi nous exclure alors? Mais parce qu'il faut bien passer par un moment où on se regarde, où vous regardez. Comment la virilité est construite aujourd'hui? Oui, mais comment voulez-vous que nous changions si vous ne nous parlez plus? On n'a pas envie de faire constamment de la pédagogie. Entre nous, on se sent écoutée et comprise. On arrive à prendre la parole et à partager nos récits. C'est un endroit de bienveillance et de force, comme il y en a peu. C'est très radical et communautaire. Je veux dire, c'est violent ce que vous renvoyez aux hommes. Si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes, si dans la société on ne méprisait pas à ce point les violences faites aux femmes, on a tellement encaissé. Et puis, il y a eu MeToo. On est allé jusqu'à nous dire qu'on avait inventé la violence patriarcale avec MeToo. On a de quoi se mettre en colère face à ces hommes qui n'arrêtent pas de prendre la parole, qui sont tous amis entre eux et qui parlent d'agression et de viol avec tellement de mépris. Alors vous voulez prendre le pouvoir? C'est pas ça l'objectif. C'est se remettre en question et accepter le côté multidimensionnel de ce qu'est un être humain. Donc c'est une pièce qui défend la femme? La femme, ça n'existe pas. C'est une pièce contre la honte qui isole, contre la pudeur désocialisante et la violence du silence. On prend la parole ensemble, ça nous met en commun. Ça fait de nous un peuple pluriel, intersectionnel. Oui, vous essayez de faire un geste politique, mais au fond, Rosalinde, c'est avant tout votre histoire, n'est-ce pas? Bon, vraiment, nous ne souhaitons pas prolonger cette interview avec vous, là, il faut s'arrêter. Ou alors, vous vous taisez, vous écoutez, on l'a fait entre nous. Écoutez, donnez-moi la liste de questions, je fais la journaliste. Peut-être qu'on les modifiera un petit peu. Hein. On peut s'installer comme sur un plateau télé. Elle joue la journaliste. Cette histoire, Rosalinde, c'est avant tout votre histoire. Rosalinde, cela fait aujourd'hui 10 ans que vous avez subi les assauts répétés de ce metteur en scène dont je tais ici le nom pour des raisons que nous connaissons de présomption d'innocence. Vous êtes construite sur cette faille. Vous êtes cette faille? Vous pouvez pas vous empêcher de parler du privé. Hein. Quand c'est une femme artiste, on parle toujours de l'intime, on trouve ça passionnant. Qu'est-ce qu'on en a à faire de qui je suis? Quand c'est un homme, on va s'intéresser à la technique, à l'écriture, même s'il est un agresseur. Séparer l'artiste de l'œuvre, c'est une chose qu'on réserve uniquement aux hommes. Tout de même, Rosalinde, vous vous êtes sentie exclue d'une carrière à laquelle vous aspiriez. Ce que vous avez vécu a créé un interdit professionnel à un moment de votre vie, n'est-ce pas? Elles sont nulles, vos questions. Tu veux raconter ton histoire, Rosa, ou pas? Ok, j'en parle une dernière fois. Si ce metteur en scène m'a eu, c'est parce que le théâtre, le jeu, c'est quelque chose que j'ai viscéralement dans le corps, qui m'habite depuis que je suis enfant.
J'ai renoncé à une passion. Tout ça, ça se paye très cher. Depuis, je ne fais que rompre, casser. Je suis en morceaux. J'ai renoncé au théâtre. Je n'ai longtemps vu d'autre issue que la mort. Je ne savais pas comment m'en sortir. Oui, je me suis dit, dans ce milieu-là, il faut coucher pour réussir, et je voulais pas. Jamais plus j'ai fait confiance à un, ni même à une metteur en scène. Mais tous les metteurs en scène ne sont pas... Not all men. Super. C'est pas ça la question. C'est les situations qui se reproduisent, la similarité des gestes. Tout finit par faire peur. Et même si tous ne violent pas, il y a tout un système mis en place pour que les victimes ne puissent pas parler. On est coincé depuis des siècles dans la galanterie. L'artiste amoureux de sa muse. Ce sont des imaginaires, des représentations qu'il faut absolument détruire. Maintenant, ils montent sur leurs grands chevaux. Ils parlent de complot. Ils sont victimes de lynchage. Il y en a même qui sont fatigués de MeToo. Déjà, mais fatigués de quoi? Ils sont paresseux. Ils sont dangereux et égoïstes. Et ils se soutiennent les uns les autres. À la direction des gros théâtres nationaux, il y a des types, des grands papes du théâtre qui ont tellement digéré leur position dominante qu'ils accusent des petites sorcières d'être des inquisitrices. Il y a des types qui dirigent des gros théâtres nationaux qui feraient mieux de regarder où ils sont et ce qu'ils représentent et d'avoir juste la décence d'éviter les amalgames de mauvais aloi. Quand avez-vous utilisé la première fois le mot viol? Tu veux répondre? Je sais pas. Ouais, je crois. Parler, c'est une façon de dire qu'on survit. Vas-y, je t'écoute. Quand j'ai réalisé, vous voulez dire, j'ai mis des années à mettre le mot. Je n'arrive pas encore à le prononcer. Ce dont je me rappelle en premier, c'est l'histoire de mon ami, de son oncle, cette ordure. Ça m'a donné envie de tout péter. Je me suis dit, ça me rappelle. Je me suis dit, sa honte et sa dureté, son affection pour lui, la même que moi pour le metteur en scène. L'admiration dans les yeux, les excuses, l'impossibilité d'en parler, la honte devant les proches, et personne ne me croira, on dira que je mens. Mais non, je lui ai dit, mais non, tes proches te croiront. Et je me disais en même temps à moi-même, ma famille me croira. Nous vous croyons. Taisez-vous. J'ai pas besoin que vous me validiez. Quand est-ce que j'ai utilisé le mot viol pour la première fois? Je me souviens plus. Et je minimisais à chaque fois que j'en parlais. C'était là depuis toujours. Une banale écharde sous la peau qui se laisse oublier à la façon d'une dent ébréchée, jusqu'à ce qu'on passe sa langue dessus. Je me souviens le moment où on est assise avec ma mère à la terrasse du café, où je lui dis, où ses yeux se transforment et tout son visage de ce que l'on a fait à la chair de sa chair. Je me souviens le moment où on arrête de faire l'amour avec mon copain à cette période, où je lui dis que ça, je peux pas ou plus le faire parce qu'il faut que tu saches, ça me rappelle, tu sais. Je me souviens de voilà ce qui est arrivé, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est réellement ça qui est arrivé? Est-ce que ça a vraiment eu lieu? Sûrement je l'ai bien cherché. Qu'est-ce que je suis allée faire chez lui? Et où avais-je la tête, au juste? Et il s'était passé quoi exactement? Et dans quel ordre? Et comment je me suis retrouvée coincée là, dans son lit? Et puis c'était en quelle année? Si je suis pas capable de me souvenir de ça, les dates, et l'heure, et les gestes exacts, alors ça doit être que j'invente, ils diront. Je pensais déjà à mes juges. Mais comment j'inventerais une chose pareille? Pour me faire mal? Pour me faire du mal? Enfin quoi? Certainement pas par plaisir que ma mémoire aurait inscrit ça dans ma tête et dans mon corps. Sûrement pas par fierté d'être victime. Personne ne veut être victime. Et puis, je sais bien que dans ces affaires-là, il n'y a aucune place pour la fierté. À aucun moment. Il y a la honte, ça oui. Si pleine à ras-bord qu'il faut la vomir, c'est tout. Et peut-être que maintenant, c'est ce que je dois faire. Ce sont donc les mots des autres qui vous ont aidé à affirmer que vous êtes victime. J'ai été victime. Je ne voulais pas être une victime. Je ne veux plus être une victime. Vous savez qu'aujourd'hui, le mot victime est une insulte et on traite personne de coupable. Voilà dans quel état d'esprit on est. Je suis littéralement sortie de mon corps. Je sais plus ce que j'ai fait après le viol. Je me souviens la honte. En rentrant chez moi dans le soir de la ville et les trottoirs qui sentent le gris,
J'ai chanté très fort, je crois. J'ai dû me dire marche et oublie. Et une fois chez moi, il s'était rien passé. Tu as encore à la psy? Ouais, et des fois j'en ai marre. Pourquoi c'est moi qui dois aller chez la psy? Et lui? Elle dit que j'ai fait une amnésie post-traumatique. Elle dit que mon cerveau m'a protégée parce qu'il n'était pas prêt à gérer la violence. Moi, j'ai du mal à voir ça comme une protection. Mon cerveau qui est contre moi, qui laisse faire. Je me remets pas de ça. C'est la même sensation que quand je suis tombée enceinte et que j'ai avorté. Mon corps qui s'est tourné contre moi. Est-ce que tu as envisagé de porter plainte à l'époque? Comment? Ce qui s'est passé, mon cerveau l'a bloqué. Le désordre qui a régné dans les 10 dernières années de ma vie, j'ai même pas pu l'imputer à ça. J'ai protégé tout le monde sauf moi. Et je vis en ce moment des désespoirs si intenses. Aujourd'hui, tu es la seule à avoir porté plainte. Pourquoi? Vous connaissez la violence Vous connaissez la violence du système judiciaire? Les femmes sont méprisées. Un viol sur 10 aboutit à une condamnation en justice. Un viol sur 10. Moi, j'ai réussi à remettre en ordre la mémoire. Mais on a tellement ancré dans nos têtes l'idée qu'on est des menteuses, qu'on est à l'initiative d'un complot. Ça fout la pression sur comment dire les choses. Qui sont les personnes qui vont comprendre, écouter, aider? Où trouver les appuis? Vous avez dit que vous voudriez que les bourreaux se regardent en face et que la justice se remette en question. Vous voulez réformer le système judiciaire? Non. Je crois simplement que la justice n'est pas représentative de la société. Il y a tellement de femmes broyées dans la façon de prendre la plainte. Comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? La faute, c'est elle. Ce qu'elle a bu. De toute manière, moi, je suis pas pour le système carcéral. Mais je fais quoi? Je les ai entendus, moi, les témoignages de celle qui l'a violée. Et je les vois, les visages de celle qui va pas violer. Ce sont les hommes qui ont inventé le système judiciaire et tout le reste. C'est pour ça que j'ai pas confiance dans cette justice. Porter plainte, c'est tordre la justice. Une justice misogyne, patriarcale et raciste. C'est pour cela que vous avez d'abord décidé de ne pas porter plainte? Oui, pour moi, c'était ça. Pour les autres, c'est différent. Elles ont peur de perdre leur boulot. Moi, j'ai plus aucun lien avec ce milieu. Et puis, je savais que ça allait être épuisant. Qu'il faudrait avoir l'air d'une bonne victime. Blanche, polie, jolie, qui a bien souffert et qui souffre encore, qui s'est pas reconstruite. Qui ne s'énerve pas devant la police. Qui est claire dans ses propos. Qui arrive à aligner les mots de l'horreur devant un inconnu. Qui fait le bon récit du malheur. Vous dites que ce n'est pas la plainte en elle-même qui vous a aidé à vous reconstruire, mais le trajet vers. Pouvez-vous nous détailler? C'est dur de porter plainte. C'est une hésitation extrêmement longue. C'est très dur à vivre de devoir refaire le récit devant l'avocat, devant la police, devant l'expert psychiatre et devant le juge peut-être plus tard si c'est pas classé sans suite. Saviez-vous que quand on est victime, on doit passer devant un expert psychiatre, tous ces hommes qui doivent valider votre condition de victime avec des airs paternalistes pathétiques, qui se donnent bonne conscience en se pensant sauveurs ou justiciers. Et qui sont-ils pour valider la souffrance? L'ont-ils vécu dans leur chair? Le premier flic que j'ai vu, il m'a dit « Vous, je vous crois, mais vous savez, 80% des accusations sont fausses. Ce sont des femmes adultères qui portent plainte pour viol. » J'ai été sidérée. Vous pensez que ça sera classé sans suite? Ouais. Ou ils prononceront un non-lieu plus tard. Ce mot, non-lieu, il est atroce. Alors je suis un non-corps. La justice, ça marche pas. Vous êtes agressive. Ton Politing, vous attendez de moi que je montre ma douleur alors que je suis en colère. C'est une revictimation. Lui, il dit n'importe quoi dans les journaux. Moi, je dois me taire, sinon c'est de la diffamation. Il y a une présomption d'innocence pour les agresseurs, mais pas de présomption de vérité pour les victimes. On nous répète sans cesse, c'est une parole contre une parole, parce qu'il n'y a pas de preuves. Laissez-nous la parole, alors. Dans les journaux, il y a plusieurs articles où il dit qu'il n'a jamais touché une comédienne. Qu'est-ce que cela vous fait? Je suis choquée qu'il démente.
Il faut reconnaître nos récits. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit d'exister. C'est tellement violent de nous interdire cette chose-là. Mais c'est la justice telle qu'elle est qui est faite. C'est la justice telle qu'elle est faite qui incite les agresseurs à nier. C'est pas une justice réparatrice, ni pour les victimes, ni pour les agresseurs. C'est une justice qui punit tout le monde. Le pire, c'est que dans ce théâtre même, ce metteur en scène s'est vanté de jouer des pièces féministes et de porter la parole des femmes. Il explique encore l'importance que ça a. Il faut sortir de cette schizophrénie. Ce n'est pas une question de pulsion. Cette personne met en place un système d'isolement pour m'avoir chez lui. C'est un harcèlement permanent, pas uniquement contre moi. Il n'agit pas de malencontreuses caresses. Comment avez-vous passé le pas de le dire? Peut-être qu'il y a une libération de l'écoute. Je sais pas. J'ai d'abord commencé par essayer de survivre à ce souvenir. Et un jour, je me suis dit, j'ai la force, je suis entourée. Je me suis dit, il ne peut pas refaire du théâtre avec de jeunes comédiennes, je ne peux pas laisser faire ça, il faut qu'il arrête de travailler. Est-ce que vous avez été surprise par l'avalanche de révélations qui a suivi la vôtre? Non. Vous savez, j'ai énormément travaillé avant de porter plainte pour récolter ces témoignages. Et au début, j'étais seule. J'ai été choquée par l'accumulation et la violence des faits, mais non, j'étais pas surprise. D'ailleurs, au fond, personne ne l'était puisque tout le monde savait. Je crois même que j'étais contente, pas au sens contente que ces atrocités aient pu être commises à plusieurs reprises, mais de savoir que j'étais pas folle, que j'avais pas tout inventé, que tout ça n'était pas ma faute. Ça m'a permis de réaliser que c'était vrai. Vous allez être plus observée maintenant que vous avez porté plainte. Vous sentez-vous prête? Absolument pas. Je n'ai jamais voulu m'exhiber, mais il se trouve que je n'ai trouvé aucun autre moyen pour rendre visible ce que ce type a fait. Je vous avais pourtant envoyé plusieurs courriers pour vous avertir. Il n'y a que la plainte qui vous a réveillé. Est-ce qu'au fond, nous n'avons pas fermé les yeux? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Étrange. Étrangère à moi-même. Je sais plus ce que c'est, mon identité. Je crois que j'ai fait une dépression. Je travaille à m'aimer, reprendre petit à petit ma vie là où elle s'est arrêtée, au moment où je me suis coupée en deux. Retrouver les envies, je sens qu'il y a un élan de vie à des moments fugaces. Refaire du théâtre. Vous le pourriez maintenant? Avant, je pouvais pas, puisque sans le savoir, je passais mon temps à mentir. Là, ouais, j'aimerais. Je sais pas encore, je vais pas à pas, j'appréhende beaucoup. Je pense souvent à cette phrase de l'actrice qui a été une sorte de miroir pour moi et qui disait « Je sais pas quand ça s'est fini, mais à un moment, c'était plus là. J'avais plus cette haine de moi-même et ce désespoir qui hantait toutes les choses. J'ai eu la chance de faire des rencontres qui m'ont littéralement sauvé la vie et aidé à reprendre confiance dans le lien humain. » Ça me redonne un horizon, ça. Nous assistons aujourd'hui à une révolution des femmes qui va nous libérer, tous et toutes. Taisez-vous, 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 taisez-vous. Nous avons retrouvé nos mots que nous avions perdus sous les abus des hommes. Écoutez-nous, nous parlons. Écoutez-nous, nous parlons. Trop
Trop souvent avons-tu caché corps et douleur, vos plaisirs débridés, nos désirs écrasés. Nous avons retrouvé nos mots. Personne mieux que nous-mêmes ne peut raconter qui nous sommes. Nous avons retrouvé nos mots. Vous vous nourrissiez dessus nos clivages, de nous diviser. Vous perdez l'usage des traces de sang sur notre passage, des crocs dévorants. Vous perdez l'usage. Vous avez causé trop de mots. Coupable, votre virilité, nous l'appelons lâcheté. Vous avez causé trop de mots. Taisez-vous. Nous avons retrouvé nos mots, nous multiples inconnus. Je, tu, elle et ils sommes. Écoutez-nous, nous parlons. Écoutez-nous, nous parlons. Nous marchons dans les rues et nous n'avons plus peur. Vous pouvez fantasmer, nous sommes sœurs à jamais. Nous avons retrouvé nos mots. Personne ne changera les hommes avec des géraniums. Nous avons retrouvé nos mots. Nos récits avancent sur votre carnage et de notre absence, vous perdez l'usage. Des traces de sang sur notre passage, des crocs dévorants, vous perdez l'usage. Vous avez causé trop de mots. Coupable, vous cherchez la pitié, nous n'oublierons jamais. Vous avez causé trop de mots. Vous avez causé trop de mots.